Lorsque je pense au Béarn, je m'imagine dévaler les pentes enneigées de Gourette ou transhumer en plein cœur du village de Larreau. Mais cette fois, c'est à l'automne que je pars explorer la vallée d'Aspe. C'est le paradis des grimpeurs, avide de sensations fortes au cœur d'une montagne vivante. Et aujourd'hui, c'est un véritable guide de haute montagne qui m'attend. Philippe sera mon partenaire de cordée tout au long du périple pour me faire partager son amour des grands espaces. La peur, c'est une émotion. Faut savoir l'accueillir, l'identifier et savoir quoi faire avec. Je me rapprocherai ensuite de la frontière espagnole pour découvrir la majestueuse gare de Canfranc. Après plus de 50 ans d'arrêt d'exploitation, un projet de rénovation lui redonnera son lustre d'antan. C'est un rêve de voir renaître cette gare, que je voyais inexorablement dépérir au fil des années. Le temps d'un détour en vallée d'Aspe, j'aimerais bien comprendre à quel point la montagne transforme ceux qui en font leur vie. Salut Philippe, Bonjour Arnaud, enchanté. ça va bien? Ça va et toi? Ouais, super. Bon, on est déjà dans l'ambiance, hein? Hôtel des voyageurs. Ouais, c'est l'invitation au voyage, déjà. J'ai un gros nuage qui s'est invité aussi, qui m'a suivi tout le... Et ouais. Bon, du coup, on avait un planning qui est un peu modifié. Oui, voilà, on avait imaginé aller en haute montagne, au Bec de Lurs. Et donc là, c'est tout pris dans les nuages. Et j'ai bien peur qu'aujourd'hui, on ne puisse pas escalader, parce que ça va être tout mouillé et ça pourrait être dangereux. Donc ce que je te propose, c'est que plutôt qu'on essaie de basculer côté espagnol, on franchit le col ou le tunnel, et en espérant que de l'autre côté, il y ait des meilleures conditions pour faire un peu de l'escalade. T'as déjà fait un peu d'escalade? Jamais. Bah, c'est Ça va super. être un baptême. Voilà, parfait. Bon, moi un café d'abord. C'est marrant, c'est quand même un peu l'idée que je me fais du guide dans son van avec les cordes à l'arrière, les casques, baudriers. Il y a une notion un peu nomade aussi quand même. Complètement. Et c'est ce qui m'attire le plus. Ça m'arrive de dormir dans mon fourgon, de trouver des endroits de bivouac sympas. Et j'aime bien cette idée de nomadisme, un peu faire la popote le soir, Ouais. le petit-déj, le petit café le matin, pour être vraiment au pied des parois le matin de bonne heure et optimiser toute la journée. Bon, tu m'as pas menti, hein? On est passé de l'autre côté de la frontière. Ben ouais, c'est Grand la mot. chance qu'on a d'habiter dans les Pyrénées, dans ce coin des Pyrénées, notamment en Vallée d'Aspe, c'est que assez vite, on peut être au soleil. Et là, on est à Riglos, c'est quand même un des hauts lieux de l'escalade mondiale. Et donc, on va pouvoir tout de suite s'équiper. C'est impressionnant quand on le voit d'ici. Alors là, t'as tout le matos. On va prendre des cordes et tout de suite un peu de matériel aussi, parce que pour faire de l'escalade, il faut se protéger. Donc je vais Oui. te prêter tout de suite, Arnaud, un casque, un baudrier Ok. et des chaussons d'escalade. Tu vas enfiler jambe droite, jambe gauche là-dedans. Voilà. Vas-y. C'est quand même hyper bien organisé. T'as tous les... Dans chaque sac, il faut être... Il faut de la j'imagine, méthode. très- ouais. Il faut un petit peu de méthode. Voilà, là, t'es bien là. Très bien. Donc ça, on va le mettre sur le côté pour l'instant, Ok. ici. Tu vas prendre également cette corde-là. Je vois quand même des personnes toutes petites. Là, je Oui. vois juste des couleurs. C'est ça. C'est des gens qui sont en C'est des train d'escalader. grimpeurs, ou alors c'est des parois qui font 300 mètres pour la plus haute, ce qui est quand même une belle entreprise. Mais ils paraissent tellement petits. Ils sont aussi grands que nous. On est sur des falaises équipées. Il y a déjà des points de protection. Moi, je vais grimper en premier de cordée. Je vais mettre des protections comme ça tout le long, je t'expliquerai après. Ok. La corde dedans, et toi, tu vas m'assurer. Et je ferai pareil après. Et puis, on va passer dans le village, tu vois, c'est un très beau village. Je te suis. Ok, c'est parti. Bon, Philippe est en train de terminer son pactage. Je me suis un peu éloigné pour apprécier de plus près ce magnifique sommet. Je dois avouer que j'ai un peu la trouille. Je ne lui ai pas trop montré, mais je suis sûr que ça va très bien se passer.
Le métier de guide, tu l'apprends pas comme ça, je suppose. Non, il y a une école. Il y a une école à Chamonix. On est évalué, formé. Et au bout de 5 ans, on a une jolie médaille qu'on met ou qu'on met pas, on choisit. Et après, ben, on est apte à amener des gens. Au début, on a envie de rendre tout le monde autonome. Et puis après, on se rend vite compte qu'il y a juste des gens qui veulent être juste guidés. Voilà. Mais globalement, oui, c'est une formation qui dure assez longtemps, qui est assez exigeante. Mais on comprend pourquoi ça l'est. Parce qu'il faut être tout le temps dans la gestion des risques et les prises de décision. Donc il faut gérer ses propres émotions, être attentif à ses propres biais. Hein, je pourrais avoir envie de faire plaisir et me tromper dans mon analyse des risques. Bon, tu m'emmènes. Tu me laisses les poches par contre parce qu'il y a Ouais. un tout petit peu de vent, je risque de m'embrouiller. Hein. Donc là, clairement, tu regardes où tu mets les pieds. Ouais. Si tu regardes par-dessus ton épaule, comme ça, tu vois pas grand-chose. Donc il faut que tu t'éloignes un peu pour regarder entre tes bras. Pour chercher des prises à chaque fois. Ouais, pour les pieds surtout. Hein. Et je te lâche progressivement du fil Ouais. de la corde au Ouais. fur et à mesure de ta montée. Donc là, voilà, je vais mettre ma première dégaine, tu vois, ici comme ça. Et je vais passer la corde dedans. Ok. Voilà. Et je continue. C'est bon? Ça, c'est une personne qui est passée avant et qui en fait a mis plein de points partout. Voilà, et en général, elle est partie d'en haut avec une perceuse, elle a mis des points. Là, il a fait en 1 minute ce que moi je vais faire en une demi-journée peut-être. Voilà, Arnaud, je vais redescendre. Oui. Et tu peux mettre tes chaussons, tu peux commencer Oui. à mettre tes chaussons. J'ai le palpitant qui commence à monter là, tu C'est vois. vrai? Ah ouais. Ouais, cool, c'est bien, c'est bon signe. Jusque-là, c'était, comme on disait tout à l'heure, contemplatif. Et là, j'ai l'impression que ça y est, ça va se passer. Tu vas être un peu dans l'action là. Voilà, ce qui est important dans l'accordé, c'est notre bonne communication. C'est une vraie équipe, hein. Ben l'accordé. oui, il faut qu'on on se fasse confiance. Allez Arnaud, sois fort. Je suis prêt. T'as le temps, regarde bien où tu mets les pieds, essaie de grimper comme si tu voulais pas faire de bruit, D'accord. comme un chat. Je réveille pas les vautours. Voilà. Ok. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. Voilà, chaque fois que tu grimpes, si tu fais 1 mètre, je vais récupérer le mètre dans mon appareil avec la corde. Voilà, tu prends ton temps, voilà. Traverse un tout petit peu à gauche. Ah ouais, dis donc. Voilà, t'as une petite rampe, ça va, tu vois, c'est Ouais, pas. ouais, ça va, oui. C'est plus impressionnant que difficile. Oui, oui. Et disons que t'as pas du tout la même impression une fois en haut. Voilà, quand t'es dedans. Voilà, fais suivre la corde devant toi. Là, pour l'instant, c'est très bien. Fais la corde devant toi, mets la corde devant toi. Voilà. Voilà, il y a un petit mouvement, il faut que tu montes un peu les pieds. Hein. Ouais, ben là, je flippe. Là, voilà. Là, il y avait un petit passage. Voilà, il faut que tu montes. À un moment donné, Voilà, là, il faut... sinon tu vas faire le tour à un moment, des il faut rigosses. arrêter de là. contourner, il faut monter. Ouais. Non, mais parce que j'y arrivais pas, et là... Ok. Allez, super. Voilà, impeccable, parfait. Essaie d'avoir la corde devant toi, entre les bras devant. Voilà. Ouh. Alors Arnaud, ce qu'on va faire, Oui, on va faire un petit test. C'est-à-dire que voilà, tu t'es bien là, tu es debout. oui. Mets-toi dans l'axe de la corde, à peu près le plus vertical possible. Et tu vas te suspendre, tu te mets en arrière comme si tu allais descendre. Les pieds écartés, on fait un test comme si tu étais là-haut. C'est là, et là, franchement, la notion de confiance, c'est là que tu la Ah, sens mais oui. quand même. Oui, Je clairement. remets me... Oh là là. Ouais, vas-y. Mets-toi Ouais, en ok. arrière doucement. Et voilà. Alors là, regarde, je vais descendre tout doucement. Garde les jambes tendues. Voilà, tends les jambes, laisse-toi aller en arrière. Tends les jambes, voilà. Tu vois, je descends tout doucement. Et c'est moi qui contrôle ta descente, par contre, voilà. Ok. C'est bon, ça va? Ouais, ça va. Allez, tu continues. Et quand tu arrives au niveau de la dégaine, tu peux l'enlever pour pouvoir continuer. Parce que tu pourras pas passer à travers. Hein. En fait, tu trouves vraiment des prises naturellement. Voilà, c'est haut là. Oh là là. Là, c'est haut là. Putain. Je tremble.
Je tremble. Et quand tu vas arriver là-haut, tu dépasses pas le point. Hein. Tu restes en dessous des 2 anneaux et tu redescends. Ouh là là, Tcherno. Bon, moi, je peux pas applaudir, hein, mais... Franchement, dans ma tête, j'ai monté l'Everest, ça. Allez, alors là, je pousse sur les pieds. Viens en arrière, comme ça. Tu t'assois dans le baudrier d'abord. Voilà. Et je te descends tout doucement. Garde les jambes tendues. Voilà, comme ça. Super. Voilà, excellent. Ah, c'est trop bien. Là, je fais ce que j'ai vu dans les films. Et voilà. Encore. Oh là là, Voilà. c'est génial. Super. Merci. Hein. Félicitations. Ah là, écoute. Oh, C'est des bien sens- sorti. Ah, c'est génial. On a peur des choses qu'on ne connaît pas. Ouais, bah vraiment. Donc là, ça fait un peu peur. Quoi. Il y a des surplombs, on se dit comment ça va grimper, puis tu as trouvé les solutions tout seul. J'ai quand même eu cette sensation que j'ai ma vie qui dépend quand même de la corde et de toi à l'autre bout. T'as eu des expériences comme ça, justement, de cordée que t'as partagées avec des gens? Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, puisque je suis en charge de la formation des premières de cordée, que j'ai eu la chance d'accompagner l'an dernier et à nouveau cette année, où justement, c'est elle qui décide de tout. Donc moi, je suis un peu superviseur et je les laisse se débrouiller. Pas jusqu'au point de se blesser, bien sûr, avant je les arrête. Mais elles sont beaucoup dans justement gérer les risques, faire la cartographie de tout ça, et se dire, oui, ça on peut faire, ça on peut pas faire. Je vais utiliser tel appareil pour ça, tel appareil pour ça. Bon, je vois que la météo s'améliore, donc... Donc, Ouais, ça nous poursuit. merci, hein, parce Ouais. que franchement, c'est le genre de choses qu'on n'oublie pas. C'était une première escalade et j'étais très bien accompagné. Très bien. Merci beaucoup. De rien. Bon, on a eu beaucoup de chance de faire cette petite escalade sous le soleil. Et là, c'est chouette parce qu'on suit les prévisions météo et c'est vraiment en train de s'améliorer. Mais si j'écoute les prévisions des gens qui vivent ici, la météo peut changer d'une minute à l'autre en montagne. Donc je vais rester optimiste et je suis sûr qu'on va trouver du soleil. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je prends la route pour aller admirer une petite pépite architecturale qui est nichée à 1200 mètres d'altitude et ça vaut le détour. Cette pépite, c'est la gare de Canfranc. Inaugurée en 1928, terminus d'une ligne qui reliait via la vallée d'Aspe la France et l'Espagne au départ de Pau. J'ai rendez-vous avec Fernando Sánchez Morales, le maire. Cette gare est spectaculaire. Et pour moi, qui ai toujours vécu ici à Canfranc, son image est incroyable. La gare mesure 240 mètres de long, avec 365 fenêtres. On disait autant que 2 jours dans une année. Mais on sait tous qu'il en a en vérité plus de 400. Et surtout dans un site au fond d'une vallée comme ça, entourée de montagnes. Et alors, il y a quand même une grande partie de l'histoire de cette gare qui est liée à la guerre. Oui. Oui, pendant la Seconde Guerre mondiale, les passages de la frontière sur la côte étaient beaucoup plus exposés, en particulier aux navires et aux sous-marins, tandis qu'ils étaient mieux dissimulés dans ces montagnes. Ces voies étaient autant utilisées par les Alliés que par les nazis, qui faisaient transiter du matériel de guerre, mais aussi par la résistance, pour passer des messages et exfiltrer des hommes, notamment des juifs. Ici se côtoyaient des nazis, des résistants, des espions. Ça ferait un film extraordinaire. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de livres écrits sur Canfranc. Comme un symbole du fantôme qui défie le temps, la gare de Canfranc est surnommée le Titanic des Pyrénées. Désertée après la guerre, les contrôles douaniers y sont réputés longs, les correspondances peu arrangeantes, jusqu'au déraillement d'un train en 1970 qui va sceller le destin de la gare. Sans l'investissement du gouvernement d'Aragon à hauteur de 30 millions d'euros, le site serait aujourd'hui à l'abandon. Canfranc va retrouver sa splendeur d'antan et devenir un hôtel de luxe 5 étoiles.
Ça doit être difficile, non, de respecter l'aspect ancien de l'édifice et un peu de modernité. Comment est-ce que vous y parvenez? Le mélange, comment hacéis para trabajar? Ça va être un mélange d'art déco et de moderne. C'est très important de garder cette ambiance des années 20, de l'époque de ces grandes gares, comme il y en avait à New York ou ici à Canfranc. On va transcrire cette histoire dans la décoration, jouer avec les couleurs de l'époque. Ces tons vert, beige, bleu pétrole, et bien sûr y ajouter des éléments plus contemporains. Il y aura un spa, un espace de bien-être de 400 mètres carrés avec 4 salles de soins. Un grand hall qui est le hall d'origine pour accueillir la réception. Ay, génial. Il y aura aussi, et ce qui est très important, Ah oui, ils sont en train de travailler là. oui bien sûr, il y aura aussi toute la partie restauration de l'hôtel avec un restaurant gastronomique et 2 bars. Et à l'extérieur, il y aura 2 autres restaurants qui seront dans de véritables wagons que nous avons récupérés et restaurés. Bon, on se donne rendez-vous d'ici peu alors. Je viendrai voir les chambres. Je reviendrai. D'accord, on se voit bientôt. Je repasse du côté français de la frontière pour retrouver Philippe, notre guide de haute montagne, chez lui à Os-en-Aspe. Il veut me présenter le maire du village. Bon, du coup, c'est ton village, toi, ici. Oui, c'est mon village. C'est le village où j'aime vivre. Ça fait quand même pas mal de temps que j'y suis. Et j'ai pas mal de projets ici. Et puis je voulais te faire rencontrer surtout le maire du village, qui est un gars super, plein de vie, beaucoup. Et qui nous attend au pied du lavoir. Voilà, ici même. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Vous allez bien? ça va, merci. Bon. Bonjour Gérard, Ça va ça va bien bien? Ouais, ça va. Bon, Philippe m'a dit je vais te présenter un maire très actif avec qui j'ai plein de projets. Donc, vous avez des projets tous les deux? Alors, déjà, je voulais te présenter notre plus bel ambassadeur, c'est déjà le maire du village. Et surtout, je voulais qu'il raconte un peu l'histoire de son grand-père qui était passeur pendant la guerre. Et pour moi, ça me semble important de remémorer cette histoire parce que les Pyrénées ont toujours été un lieu de franchissement. Et l'idée de résister, moi, ça me plaît bien quand même. Et c'est vrai, on était à Canfranc et j'ai l'impression que dans le coin, il y a quand même beaucoup d'histoires liées à la Seconde Guerre mondiale. Oui, entre autres, cette histoire des passeurs, dont je connais bien l'histoire, puisque mon grand-père était passeur avec son ami Clemente Casuela, qui était un immigré espagnol et qui était ouvrier agricole ici dans ce village. Gérard, comment vous avez retracé un peu cette histoire? Vous l'avez connu, votre grand-père? Il vous parlait? Il parlait très peu de cette histoire en fait, et puis personne ne lui posait de questions. Alors voici la maison où habitait Clemente Casula. Comment ils se sont connus, tous les deux? Mais il était ouvrier agricole à Os-en-Aspe, et mon grand-père était charpentier, donc dans le hameau, ils se voyaient. Et c'est comme ça qu'ils sont connus. Et puis c'est Gassoula qui a approché mon grand-père pour faire le passeur, quoi. C'était des gens qui connaissaient parfaitement la montagne. Les passeurs, c'était ou des bergers ou des chasseurs. Voilà. Parce que bon, le reste, en fait, il n'y avait que 12 passeurs en Vallée d'Aspe, répertoriés. Et il fallait qu'ils aient une parfaite connaissance du terrain. Parce qu'ils partaient la nuit, et puis souvent en temps de neige. Donc pour se repérer, il fallait vraiment connaître la montagne. Et quel type de personnes ils faisaient passer? J'imagine ils devaient faire passer des résistants, des juifs. Alors des résistants, des juifs, et là, quand ils se sont fait arrêter, c'était des sous-officiers belges. Toi, c'est une période ça te marque aussi de vivre dans un village comme ça qui a ce poids-là? Alors moi, j'ai pris connaissance de ces chemins de liberté quand j'étais parent d'élèves. Et donc, on invitait tous les élèves à participer à une randonnée en fin d'année. Donc, étant guide, j'étais souvent sollicité, plus que pour aller à la piscine. Et donc, on allait vers la Cuarde, justement. Et c'est là que j'ai pris connaissance de ces chemins. Et comme dit Gérard, qui n'étaient pas vraiment des chemins, puisqu'il fallait se cacher des Allemands. Et je trouvais intéressant, c'est pour ça que j'en ai reparlé avec Gérard, sachant que cette histoire, de le remettre un petit peu au goût du jour en peut-être rénovant ce chemin-là ou un de ces chemins pour dire aux gens, voilà, à cette période-là, il y a des gens qui ont résisté, qui ont eu le courage de résister et qui ont risqué leur vie, puisqu'ils se sont fait tirer dessus, je crois. Hein. Ah oui, bien sûr. Ouais. Au retour de leur escapade, ils n'ont pas eu de chance parce qu'ils ont été dénoncés, en fait. Les Allemands sont tombés de suite sur mon grand-père.
Comme il savait exactement où il passait, il avait été dénoncé. Et l'Espagnol qui avait un peu de retard, il était un peu plus loin. Et donc lui, il a voulu s'échapper. Il a reçu une rafale de mitraillettes. Et ils ne l'ont trouvé que 4 jours plus tard. Oh. Voilà, agonisant dans la forêt. Et votre grand-père, qu'est-ce qu'il est devenu? Alors, mon grand-père, lui, suite à l'arrestation, a été fait prisonnier et ils l'ont amené au fort du Ha, où il est resté emprisonné 6 mois. Et donc justement, ces chemins que vous appelez les chemins de la liberté, comment est venue cette envie commune de les ouvrir? Je trouve intéressant que les gens qui viennent en séjour ici puissent s'émerveiller du paysage, mais aussi qu'on leur raconte une histoire. Alors, cette histoire-là, elle est un peu triste, elle est un peu chargée émotionnellement, mais en tout cas, quand on se promène dans les Pyrénées, on peut aussi imaginer qu'il y a eu ces lieux de passage. C'est pas qu'un lieu de loisir, c'est aussi un lieu de passage. Philippe n'est pas né dans ces montagnes. Il est originaire du Lot-et-Garonne. Pourtant, c'est ici, en Vallée d'Aspe, qu'il a fait le choix de s'installer. Il a rénové lui-même une grange dans laquelle il se réfugie entre 2 voyages au bout du monde. Je vais découvrir une autre facette de notre guide. Tu caches un vrai artiste. Je dirais pas ça, mais C'est hyper beau. J'aime bien le dessin, j'aime bien les choses belles en général, et quand on va en montagne, on ascensionne, on ressent et on raconte, on restitue. Alors ça peut être sous forme de dessin, de photos. Moi, je suis pas très doué pour les textes. La photo, j'essaye, mais le dessin, j'avoue que j'aime bien ça. Donc là, c'était une commande. On m'avait demandé, des copains guides m'avaient demandé de faire des dessins pour un topo d'escalade. Alors, un topo d'escalade, c'est une montagne, en l'occurrence ici les Aiguilles d'Anse-la-Berre, et on va décrire un itinéraire. Et on va dire cette voie-là, ben, c'est telle voie, et puis il y a tant de longueur, et il faut passer par là. On décrit le type de difficulté. Et là, tu as tes petits carnets aussi, tes petits carnets de voyage. Tu vois, par exemple, là, si je prends celui-ci, j'ai un vrai coup de cœur pour ce qu'on appelle les choucas. Ils planent super bien, ils ont des bruits stridents que j'arrive pas à imiter encore, donc je les dessine. Je les dessine ou je les peins, tu vois, j'essaie de faire des trucs un peu artistiques. Après, les carnets de voyage, c'est aussi, pour moi, une façon de restituer le lieu où je suis, et puis de ramener quelque chose, de raconter à ma famille, à mes amis. Donc là, en l'occurrence, c'est l'Everest. Et voilà, il y a plein de dessins un peu partout. Ça, c'est le K2 au Pakistan. Voilà. J'aime bien ramener dans ce format-là. C'est des moments aussi que tu crées pendant ton voyage où tu te retrouves un peu tout seul et que tu peux... bon, j'imagine ça, tu le prends pas sous la tente où tu dois être comme ça. Mais ces petits carnets, c'est des moments aussi de solitude peut-être dont tu as besoin? Exactement. Le dessin, ça me permet de m'isoler moi. Et puis les gens, quand ils te voient dessiner, ils respectent. Tu vois, ils vont pas te happer de questions. Ils t'entendent dessiner. C'est ton moment. C'est mon moment. Voilà. Ça te régénère. Ouais, et puis ça se partage. Des fois, j'en offre. Est-ce que ça a changé ta vie aussi, la montagne, ce choix-là de devenir guide? Est-ce que ça a remué en toi des choses que tu soupçonnais pas, ou en quoi ça t'a métamorphosé? Sûrement, aussi? mais j'ai pas assez de recul pour en parler maintenant. C'est soit trop tôt, soit je m'en rends pas compte en fait. Ce qui est sûr, c'est que il y a tout un champ de possibles qui s'est ouvert à moi. Notamment en 2006 où moi je rêvais d'Himalaya, tout ça, et j'ai eu la chance d'encadrer une expédition là-bas, puis une, puis deux, puis trois, et puis j'ai fait plein de voyages. Alors j'ai un bilan carbone catastrophique, mais j'ai fait de belles rencontres et je vois des paysages extraordinaires. Et ça, voilà, je pense que je peux dire que je me suis réconcilié avec notre humanité grâce à la beauté des paysages, vraiment, quoi. Bon, merci parce que franchement, j'ai vécu moi un moment qui est pour un baptême d'escalade. Le faire avec toi, ça m'a... Je suis certain maintenant que je pourrais t'accompagner, ne serait-ce qu'en face ou à l'autre bout du monde. Ce sera avec plaisir. C'était top. Merci beaucoup. De rien, Arnaud. Quand on parle de la montagne, la vraie, je pense qu'on ne peut pas tricher ou la sous-estimer. En fait, il faut s'en remettre aux éléments, se laisser porter, parce qu'on sait qu'au final, on aura toujours quelqu'un au bout de la corde. Et justement, mon coup de cœur, pour symboliser cet état d'esprit, j'ai choisi
justement un vrai cœur. C'est un flanc de colline qui en a pris la forme. On peut l'observer depuis le village et je crois que si chacun le regarde, on comprend que si on respecte la nature et justement cette montagne, eh bien elle sera toujours bienveillante et accueillante.